Merci d'avoir pris du temps pour participer à cette première matinée. Travailler ensemble, apprendre à se connaître, à mutualiser. Et donc l'objet de cette matinée, c'est essayer de mieux comprendre les différents dispositifs, connaître les équipes, les modalités d'accueil, les modalités d'accompagnement. Vous savez que l'enseignement catholique a adopté un nouveau statut, qui s'appelle d'ailleurs maintenant le statut, qui a été promulgué le 1er juin 2013. Et j'ai relevé quelques articles avec Anne-Marie. L'article 1, que vous voyez ici, qui est le premier article, donc ça veut dire que si on l'a mis là, c'est qu'il a sa place là. La dignité de la personne humaine fonde pour tous les hommes un droit à l'éducation. Donc ça, c'est le premier article. Des extraits des articles 6 et 7. L'école développe les facultés intellectuelles, exerce le jugement, introduit au patrimoine culturel hérité des générations passées, promeut le sens des valeurs et prépare à la vie professionnelle. Elle est un lieu indispensable à la construction d'une société juste et harmonieuse. L'école catholique est une école pour tous. Elle fonde une attention plus particulière à toutes les formes de pauvreté. L'article 39, cette attention aux pauvres, aux faibles et aux petits commande à l'école catholique, dans l'ensemble de ses composantes, une générosité effective et une inventivité pédagogique constante. Et voilà, cet article correspond assez bien à tout ce qui est mis en œuvre dans les établissements, dans les dispositifs particuliers, avec les chefs d'établissement, les responsables et l'ensemble des personnels, professeurs, personnel éducatif, et puis tout l'accompagnement du service ASH de la direction diocésaine. Vous savez que l'enseignement catholique est en travail depuis 3 ans sur la réalisation et l'élaboration de ses orientations diocésaines. Vous y avez participé il y a 2 ans lors de la journée des communautés éducatives directement. Et donc on a repris une orientation qui nous semble forte. Voilà, entre autres, c'est celle qui figure. Le chef d'établissement veillera à ce que les membres de la communauté éducative portent un regard particulièrement bienveillant sur les personnes en situation de fragilité. Voilà, si l'enseignement catholique n'a pas ce regard bienveillant sur ce type de personnes, je pense qu'on n'est plus enseignement catholique, qu'on devient tout doucement enseignement privé. Et ce n'est pas la mission que m'a confiée l'évêque. Voilà. Donc c'est un article que je souhaite qu'on mette en œuvre. Alors je sais bien que ce n'est pas toujours simple, je sais bien que ce n'est pas facile, mais qu'on soit vigilant et qu'on fasse du mieux possible avec notre cœur pour porter cette attention bienveillante à l'égard des plus fragiles. C'est vrai que pour savoir où l'on va, c'est toujours intéressant de savoir, je dirais, d'où l'on vient. Donc un petit retour rapide sur l'histoire de l'ASH. En 1909, la création des classes de perfectionnement, c'est peut-être un nom qui vous dit encore quelque chose, parce qu'elles ont duré quand même très très longtemps. Il a fallu attendre 1975 pour une première loi en faveur des personnes handicapées qui leur donne effectivement des droits civiques et sociaux, un droit à l'éducation. En 2002, la loi sur la rénovation de l'action sociale, là, qui est plus à destination des établissements spécialisés dont il sera question tout à l'heure, et puis la loi de 2005 dont vous avez entendu parler tous, effectivement, pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et entre-temps, juste pour mémoire, des textes qui se sont suivis. La loi d'orientation sur l'école en 89 qui met en place les cycles. Puis les maîtres RAZ. Bon, c'est vrai que chez nous, on dit ça aide, mais c'est vrai que moi, j'ai préféré utiliser quand même la terminologie officielle. Les CLIS, les SECPA en 92, 95, vous voyez, en quelques années, beaucoup de textes qui se sont succédés pour en arriver en 2009. On trouve pour la première fois dans les textes officiels la terminologie de besoins éducatifs particuliers. Si on en arrive aujourd'hui à parler des besoins éducatifs particuliers, ce n'est pas par hasard. Si on parle d'inclusion maintenant aussi, c'est parce qu'il y a eu tout ce cheminement où, effectivement, je dirais avant 75, on était plus dans une logique de ségrégation, c'est-à-dire il y avait l'enseignement spécialisé d'un côté et puis l'enseignement ordinaire de l'autre. Et maintenant, effectivement, on est, avec la loi de 2005 surtout, sur la place de chacun au niveau de la société.
Un petit mot sur la grande difficulté scolaire. Les besoins éducatifs, de qui parle-t-on ? Récemment, là, en novembre 2013, il y a eu un rapport sur le traitement de la grande difficulté scolaire. Je voulais quand même vous en dire un petit mot, parce qu'ont été interrogés dans ce rapport la place des RASED, la place des SECPA, l'aide au niveau du collège, avec un certain nombre de préconisations, et puis essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la grande difficulté scolaire. Est-ce qu'on peut donner une définition ? Est-ce qu'on peut la caractériser ? En fait, ce rapport montre, bon, effectivement, d'abord des obstacles dans les apprentissages, ça je ne vous apprends rien, avec un écart important par rapport à la norme et ce qu'on attend effectivement des élèves à un moment donné, qui s'inscrit dans la durée, parce qu'effectivement, c'est tout ce que la difficulté fait partie de la vie, qu'effectivement, un élève qui se trouve avec une difficulté particulière à un moment donné, il ne va pas forcément s'inscrire dans une difficulté durable. La grande difficulté scolaire s'inscrit donc dans la durée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, un profil particulier d'élèves qui serait en grande difficulté scolaire. Faire tomber un petit peu tout ce qui serait les mauvaises représentations, les stigmatisations sur des profils particuliers. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un élève c'est pas parce qu'on n'est pas francophone qu'on va être en difficulté scolaire. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant du voyage qu'on sera en grande difficulté scolaire. Ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est en difficulté scolaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un profil d'élève qui serait plus en difficulté qu'un autre. On sait qu'il y a des élèves qui sont fragiles et qu'il faudra accompagner ces élèves. La caractéristique de ces jeunes, effectivement, c'est qu'il y a un échec à une étape de leur parcours. Et avec, effectivement, quand je parlais des obstacles dans les apprentissages, avec une prédominance dans la difficulté de l'apprentissage au niveau de la langue française. Pour une partie importante de ces élèves, des réponses en termes d'enseignement adapté pourront être apportées, que ce soit au niveau du primaire avec la présence des maîtres ou dans des actions de soutien, ou dans la pédagogie différenciée en classe, afin de répondre à leurs besoins particuliers. Certains d'entre eux seront reconnus en situation de handicap. Détecter ces besoins particuliers nécessite une approche plurielle, une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut surtout pas rester seul dans sa classe avec ses interrogations. C'est vraiment un travail d'équipe, quand je dis pluridisciplinaire, entre enseignants, mais aussi avec tous les partenaires extérieurs avec lesquels nous travaillons. Effectivement, à un moment donné, la question de l'orientation peut se poser. Si elle se pose, il faut la penser non pas dans une logique de filière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est orienté, mais voilà, il n'y a plus, voilà, c'est quelque chose de figé, mais dans une logique de projet individuel et de trajectoire singulière, c'est-à-dire être sans arrêt en travail avec le jeune pour interroger son projet de vie aussi. Je parlais de besoins éducatifs particuliers, effectivement, parce que souvent dans notre terminologie, on parle de difficultés, ce que l'élève ne sait pas, ses manques. Et c'est vrai qu'on en arrive maintenant à être plus dans une logique de besoins, potentialités. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place au premier degré avec des grilles d'observation sur des besoins et des potentialités, en partant toujours effectivement de ce que le jeune sait faire, plus que d'être là en train de regarder ce qui manque. Être plus dans cette logique de construire à partir de là où on est le jeune. La question de l'orientation, puisqu'effectivement il va en être beaucoup question ce matin avec des présentations des différents dispositifs. Quel chemin, quelle orientation proposer aux jeunes ? Est-ce que ce sera vers les enseignements généraux et professionnels adaptés ? Est-ce que ce sera vers une CLIS ? Vers un IME ? Vers une ULIS ? Vers un ITEP ? Ou simplement avoir un parcours de scolarisation adapté pour poursuivre son cheminement au niveau de l'école ordinaire avec un cursus ordinaire. Toutes ces demandes, effectivement, c'est l'établissement qui s'interroge, qui propose et qui aussi très vite rencontre les familles pour cheminer avec les familles. Pour toutes les questions d'orientation vers CLIS, ULIS, IME, ITEP et PPS, ces orientations-là passent par le circuit de la MDPH. Pour les enseignements généraux professionnels adaptés, dont la SECPA,
La commission, c'est une commission au niveau de l'éducation nationale.